Dans les années 90-90, la télévision jeunesse ne se résumait pas qu'au Club Dorothée, aux dessins animés japonais ou aux grandes séries américaines. Sur France 3, Canal J ou encore la RTBF en Belgique, on découvrait aussi des séries de science-fiction venues tout droit d'Australie. Des séries souvent produites avec très peu de moyens, mais portées par une écriture ambitieuse, parfois sombre et toujours sincère. Des histoires d'enfants confrontés à l'inconnu, à la peur, à un monde qui les dépasse. Et avec le recul, il est difficile de ne pas y voir les racines de ce que l'on célèbre aujourd'hui dans des séries comme Stranger Things. Une science-fiction d'aventure vue à hauteur d'enfant, où l'émotion compte autant que le fantastique. Au début des années 90-90, à l'autre bout du monde, l'Australie racontait déjà ce genre d'histoire à sa manière. Si comme moi vous avez grandi à cette époque, il y a de fortes chances que cette image vous dise quelque chose. Une adolescente venue du futur, un bracelet technologique, une sorte de serre-tête qui permet de faire voler les objets ou de guérir les blessures. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui m'a profondément marqué et qui, plus de 35 ans plus tard, occupe encore une place très importante dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série The Girl from Tomorrow, plus connue chez nous sous le nom Alana ou le futur imparfait. Attrapez votre transkinèse, sautez dans votre capsule temporelle. Aujourd'hui, on remonte le temps, direction l'Australie. Nous sommes en 1990, la télévision jeunesse est en pleine mutation. Le Royaume-Uni a Doctor Who, les États-Unis misent sur des sitcoms. Comme c'est regrettable. L'Australie, elle, développe un savoir-faire très particulier, des séries jeunesse ambitieuses, réalisées avec des moyens très modestes, mais dont l'écriture inventive et passionnée a ravi des millions d'enfants. The Girl from Tomorrow est produite par Film Australia avec une volonté claire, faire de la science-fiction intelligente, accessible aux jeunes, mais jamais infantilisante, une histoire qui mêle action, humour et aventure. La série est composée de 24 épisodes de 25 minutes répartis sur 2 saisons. Les 2 saisons sont assez différentes dans leur approche. Une des grandes forces de la série, c'est son casting, composé en grande majorité de jeunes acteurs très crédibles, ce qui n'était pas toujours gagné pour des séries jeunesse de l'époque. Le rôle d'Alana est interprété par Catherine Cullen. Elle apporte au personnage une vraie douceur, mais aussi une forme de gravité qui rend crédible cette adolescente venue d'un futur idéalisé, mais profondément fragile. Après Alana, elle s'éloignera progressivement de la télévision pour se consacrer essentiellement au théâtre, avec une carrière très respectée en Australie. Face à elle, Melissa Marshall interprète Jenny Kelly, le personnage central de la série, une adolescente rebelle, passionnée de musique, souvent moteur de l'action. Melissa Marshall apporte beaucoup d'énergie et de naturel au rôle, mais elle quittera elle aussi rapidement le monde de la télévision après la série. Nous avons également le jeune James Findlay qui interprète Peter. C'est sans doute l'un des personnages les plus attachants du show. Avec son imagination débordante, son amour pour la science-fiction, ce petit garçon apporte une grande partie de l'humour et de la fantaisie de la série. Là encore, ce rôle restera son principal rôle à l'écran. Enfin, difficile de ne pas évoquer John Howard dans le rôle de Silverthorne. Charismatique, inquiétant, parfois presque théâtral, il donne à la série un antagoniste mémorable. Contrairement aux jeunes acteurs, John Howard poursuivra une très longue carrière en Australie et on a pu le retrouver dans de très nombreux films et séries télé. Dans la saison 1, Alana est une adolescente venue de l'an 3000, projetée par accident en 1990 suite à l'intervention de Silverthorne, un criminel du futur. Coincée dans un monde qu'elle considère comme archaïque et dangereux, Alana est recueillie par la famille Kelly et se lie d'amitié avec Jenny et son jeune frère Peter. Tout au long de la première saison, il tente de retrouver la capsule temporelle afin de permettre à Alana de rentrer chez elle, tout en échappant à Silverthorne, prêt à tout pour s'emparer des technologies du futur
et s'en servir pour contrôler le monde. Entre aventures, situations parfois absurdes et moments plus sombres, la série mêle science-fiction, humour et drame, en explorant le choc entre deux époques et la difficulté de trouver sa place loin des siens. L'un des grands atouts de la saison 1, ce sont clairement les personnages et leurs relations. Il y a évidemment la relation entre Alana et Jenny, une adolescente de son âge vivant dans l'Australie contemporaine, qui est au cœur du récit. Jenny est une ado pleine de vie, fan de rock, avec un look rebelle, c'est vraiment elle le moteur émotionnel de la série. Il y a aussi Peter, son petit frère, fan de science-fiction à l'imagination débordante. Il se déguise, il tend des pièges, il invente des histoires, c'est vraiment le personnage qui va amener les éléments comiques à l'histoire. Certaines scènes avec lui font d'ailleurs beaucoup penser à Moment j'ai raté l'avion. Ce qui est assez amusant quand on sait que la série a été diffusée un mois avant la sortie du film avec Macaulay Culkin. Enfin, on a les personnages des adultes, la mère de Jenny et Peter, qui est une mère célibataire un peu dépassée mais très à l'écoute de ses enfants. Elle sera épaulée par James Rooney, le professeur de sciences de Jenny, qui finira par devenir son compagnon et un membre à part entière de la famille. On retrouve ici une structure qui rappelle un peu Stranger Things. Les enfants sont au cœur de l'aventure, plongés dans un monde fantastique. Les adultes sont d'abord extérieurs, avant de s'impliquer progressivement et de renforcer le noyau familial. Silverthorne, l'antagoniste principal, est souvent perçu comme un méchant assez classique. Pourtant, c'est à mon avis l'un des personnages les plus intéressants de la série. Très charismatique, il fait clairement partie de ce qui permet à la série de fonctionner aussi bien. Venu du futur dystopique de l'an 2500, moins idéal que celui d'Alana, il incarne un monde où la technologie est devenue un outil de domination. Silverthorne n'est pas seulement mauvais, il est le produit d'un futur qui a échoué. C'est vraiment un personnage brillamment interprété et qui a laissé une marque souvent indélébile à ceux qui ont vu la série. La saison 1, à part son premier épisode, se déroule presque intégralement à Sydney en 1990. Cela permet à la série de garder un ancrage très fort dans le réel et de limiter les coûts malgré l'aspect science-fiction de l'histoire. Suite à l'énorme succès de la série, la saison 2 est beaucoup plus ambitieuse et va voir une grande partie de son intrigue se dérouler dans le futur. Le monde dystopique de l'an 2500 adopte une esthétique qui rappelle Blade Runner et surtout l'univers de la célèbre saga australienne Mad Max. Petite anecdote amusante, Catherine Cullen, l'actrice qui interprète Alana, apparaît dans Mad Max 3 en 1985, tandis que John Howard, l'acteur qui joue Silverthorne, apparaît bien plus tard dans Mad Max Fury Road en 2015, puis dans Furiosa en 2024. La deuxième saison, Tomorrow's End, prend un virage clairement plus sombre. Elle est beaucoup plus science-fiction que la première. On y trouve de nombreux voyages dans le temps, des paradoxes, des personnages présents en plusieurs exemplaires dans une même temporalité. Comme souvent avec les récits de voyage dans le temps, la série mélange boucles temporelles et réalité alternative sans vraiment suivre une vraie logique. Mais honnêtement, c'est pas vraiment dérangeant, c'est de toute façon le cas dans la plupart des récits de voyage dans le temps, et c'est ici pas si mal géré que ça. En plus des personnages principaux de la saison 1, de nouveaux protagonistes sont introduits. On a Lorien, une scientifique de l'an 3000 qui va accompagner Alana dans le passé. On a Nick, un jeune homme débrouillard de 2500 qui aide les héroïnes à survivre et sert aussi de love interest. Et puis on a Draco, un nouveau méchant qui permet de traiter Silverthorne de manière différente dans cette saison. Le lore est également beaucoup plus développé. De nombreuses nouvelles technologies et concepts sont introduits. Je pense notamment au pont temporel qui a des points communs esthétiques avec la Porte des Étoiles de Stargate qui verra le jour au cinéma 2 ans plus tard. Malgré le manque de budget, la direction artistique est globalement très sympa et va vraiment développer plein de choses qui, enfant, m'avaient vraiment donné envie de jouer avec le lore. Les deux saisons sont très différentes dans leur construction. La saison 1 est assez classique. Une jeune fille venue d'ailleurs perturbe le quotidien d'une famille ordinaire. Ça laisse beaucoup d'espace pour le développement des personnages. Les enjeux sont simples, Alana veut récupérer sa capsule temporelle pour rentrer chez elle. Silverthorne complique la tâche, la famille Kelly
laide. Les personnages sont clairement la force de cette saison. Niveau structure, l'histoire est prenante, même si certains épisodes font un peu remplissage et que les cliffhangers de fin d'épisode sont parfois un peu artificiels. La saison 2, elle, met davantage son scénario au premier plan. Les enjeux sont beaucoup plus vastes, il s'agit littéralement de sauver l'avenir de l'humanité. L'univers est plus riche, les rebondissements plus nombreux. Et je trouve personnellement que le rythme est bien meilleur. Les personnages sont un petit peu moins développés, mais le plaisir de suivre cette aventure est immense. Les nombreux bonds temporels sont à mon sens très bien maîtrisés et rendent l'intrigue très ludique. La série a eu un impact énorme sur moi à l'époque et j'en gardais beaucoup de souvenirs. Je me souviens notamment avoir fabriqué un transkinèse à l'aide d'un serre-tête, d'avoir fait une imitation du bracelet ordinateur et d'avoir très souvent joué que je traversais des ponts temporels. Pour préparer cette vidéo, j'ai revu l'intégralité de la série et c'est toujours dangereux de se replonger adulte dans une œuvre majeure de son enfance. Alors près de 35 ans plus tard, qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, beaucoup de choses ont pris un sérieux coup de vieux. Les séries télé vieillissent souvent moins bien que les films, et aujourd'hui ce type de production à très petit budget existe quasiment plus. Et c'est bien dommage, parce que personnellement, j'ai pas peur du kitsch, et je ne m'arrête pas au look d'une œuvre d'une autre époque. Je me souviens de comment étaient faites les séries à l'époque, et l'écriture est plus importante pour moi que le résultat visuel à l'écran. Si on fait abstraction de son côté fauché, la série possède encore de vraies qualités. Et j'ai pris énormément de plaisir à me replonger dans cet univers. Les épisodes qui ont le plus vieilli sont sans aucun doute ceux qui se déroulent en l'an 3000. Les débuts des images de synthèse à la télévision et les moyens limités rendent certaines scènes aujourd'hui assez risibles. Mais heureusement, ces scènes sont très peu nombreuses et le temps passé en l'an 3000 est négligeable sur l'entièreté de la série. Mais surtout, une fois l'intrigue et les personnages bien installés, on retrouve cette énergie et cette magie propre aux productions jeunesse des années 80 et 90. Une ambiance que les frères Duffer avaient d'ailleurs réussi à capter dans la première saison de Stranger Things avant qu'elle ne s'estompe avec le temps. Probablement parce qu'en augmentant énormément le budget, ça ressemble finalement beaucoup moins aux productions de cette époque. La version française est une VF de qualité correcte pour ce type de série. Alors on est clairement dans une série doublée très rapidement, mais avec de grands noms du doublage dans le casting. Alana est doublée par Barbara Tizier, voix française de Cameron Diaz. Pourquoi êtes-vous aussi méchants les uns avec les autres? Elle repart automatiquement au bout de 28 jours. Ça ne fait aucune différence que je sois dedans ou non. Jenny par Amélie Morin, très active dans le doublage à cette époque. Voilà, c'est notre maison. L'autre était plus jolie, mais mes parents ont divorcé, alors nous avons déménagé. Maman a acheté cette épicerie pour faire comme son père. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Et Peter par Odile Schmidt, la voix française d'Eva Longoria. Si je te le dis, est-ce que tu me promets de pas me disputer? J'ai aussi reconnu Gilles Tamise dans plusieurs rôles secondaires de la saison 2. Vous pouvez faire les essais. Cela dit, la VF ajoute aujourd'hui un côté désuet à l'ensemble. La série paraît plus enfantine en français, le jeu des acteurs est clairement plus investi et plus juste en VO. Bonjour Nana. Mais je vous croyais mort. Et tu vois, je suis bien vivant et heureux de l'être. Est-ce que vous avez la capsule temporelle? Monte, je te le dirai. Hello, Alana. But I thought you were dead. Well, as you can see, I'm alive and thriving. Have you got the time capsule? Hop in. I'll tell you. Mais au final, la VF peut également accentuer le charme nostalgique de ces séries de notre enfance. La série a eu un grand succès à l'époque, elle a d'ailleurs gagné plusieurs prix dans les années 90. La série a été traduite dans pas mal de langues, et a un statut de série culte en Australie, mais aussi en Angleterre et dans plein d'autres pays du monde. Dans certains pays, la série est d'ailleurs disponible sur Amazon Prime. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai aussi appris qu'une version alternative de la série existe sous forme de 2 téléfilms, chaque saison ayant été remontée dans un format plus court, de 1h40 pour la saison 1 et de 2h pour la saison 2. Ces versions sont inédites chez nous. L'intrigue est beaucoup plus resserrée et de nombreuses scènes sont évidemment supprimées.
Mais ces versions films sont assez intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir un rythme beaucoup plus soutenu, l'intrigue y est beaucoup plus resserrée et de nombreuses scènes sont évidemment supprimées. Mais ces versions films de la série sont assez intéressantes et peuvent être une bonne manière de redécouvrir ou de se replonger dans la série en un temps plus court. 3 ans après la fin de la série, les créateurs, Mark Shiref et John Thompson, créeront Spellbinder, plus connu chez nous sous le nom Les Maîtres des Sortilèges. C'est une autre série diffusée chez nous qui explorait cette fois le voyage entre les dimensions. Bien qu'elle ait été moins marquante pour moi, je me souviens avoir assez apprécié son visionnage à l'époque. Faudra peut-être que je revisionne aussi cette série un de ces 4. Il y a quelques mois, les créateurs originaux d'Alana ont même lancé un financement participatif pour rééditer les livres adaptés des 2 saisons de la série, ainsi qu'un 3e livre se déroulant 35 ans après la série. Malheureusement, le financement n'a pas abouti. Même si la série a de très nombreux fans à travers le monde, c'est vraiment pas facile de communiquer autour d'une série vieille de 35 ans. On ne tape pas tous les jours le nom d'une vieille série qu'on a aimée dans un moteur de recherche pour voir s'il y a de l'actualité. J'espère que les créateurs de la série trouveront un autre moyen pour éditer cette suite, mais rien n'est plus sûr. Globalement, ça a été un vrai plaisir de revoir la série. J'ai trouvé ça rafraîchissant de voir autant d'inventivité dans une production aux moyens si limités. Je dois avouer que je suis assez nostalgique de cette époque où on pouvait créer sans gros budget. Et je me demande souvent ce qu'auraient pu être des séries modernes, comme Stranger Things, si elles avaient été produites à cette époque, sans débauche d'effets numériques et sans budget pharaonique. Bien sûr, la série a des défauts, la fin est notamment un peu bateau, ce qui est assez fréquent dans ce type de récit. Mais si vous avez aimé cette série enfant, je pense que vous vous y replongerez avec beaucoup de plaisir. Si vous aimez la découverte, et si vous êtes indulgent avec les codes d'une autre époque, je pense que vous et vos enfants pourrez passer un très bon moment devant cette ancienne série. Je vous mets en description les liens vers les épisodes en VO et en VF. Merci d'avoir passé ce moment avec moi pour replonger dans une série importante de mon enfance. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre rapport avec la série, et on se retrouve très bientôt dans l'ombre du projecteur.